Claire s'avouait en toute franchise que c'était auprès de Tony qu'elle était venue chercher consolation. 10 jours l'avaient guérie de cette répugnance qui l'écartait invinciblement du robot. À présent, elle pouvait pleurer devant lui, pleurer et donner libre cours à sa rage. J'ai fait figure d'imbécile total, tempêtait-elle en soumettant son mouchoir détrempé à la torture. Elle a voulu me ridiculiser. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et comme elle a réussi, j'aurais dû lui donner des coups de pied. J'aurais dû la jeter par terre et lui danser sur le ventre. Est-il possible que vous puissiez haïr un être humain à ce point demanda Tony avec douceur et perplexité. Cette partie de l'âme humaine demeure pour moi incompréhensible. Ce n'est pas que je la déteste tellement, gémit-elle. Je m'en veux, je suppose, de ne pouvoir lui ressembler. Elle représente pour moi tout ce que je voudrais être, extérieurement du moins, et que je ne pourrai jamais devenir. La voix de Tony se fit basse et convaincante dans son oreille. Vous le deviendrez, Madame Belmont, vous le deviendrez. Il nous reste encore 10 jours et, en 10 jours, la maison peut devenir méconnaissable. N'est-ce pas ce que nous avons entrepris? Et en quoi la transformation de ma maison pourrait-elle me servir à ses yeux? Invitez-la à vous rendre visite. Invitez ses amis. Organisez la réception pour la veille de mon départ. Ce sera une sorte de pendaison de crémaillère. Elle ne viendra pas. Au contraire, elle ne voudrait pas manquer cela pour un empire. Elle viendra pour rire à vos dépens. Mais elle en sera incapable. Vous le pensez vraiment? Oh Tony, vous croyez que nous réussirons? Elle tenait les 2 mains du robot entre les siennes, puis détourna son visage. Mais en quoi cela pourrait-il bien servir? Ce ne sera pas mon œuvre, mais la vôtre. Je ne peux m'en adjuger le mérite. Nul ne peut vivre dans un splendide isolement, murmura Tony. Les connaissances que je possède ont été déposées en moi. Ce que vous voyez en Gladys Clanfern n'est pas simplement Gladys Clanfern. Elle bénéficie de tout ce que peuvent apporter l'argent et une position sociale. Nous pouvons considérer ma position sous un autre jour, Madame Belmont. Je suis construit pour obéir, mais c'est à moi qu'il revient de délimiter mon obéissance. Je puis exécuter les ordres à la lettre ou faire preuve d'une certaine initiative. Je vous sers en faisant appel à toutes les facultés de réflexion dont je dispose, car j'ai été conçu pour voir les humains sous un jour qui correspond à l'image que vous me montrez. Vous êtes bienveillante, bonne, sans prétention. Madame Claferne est apparemment tout l'opposé, et les ordres que je recevrai d'elle, je ne les exécuterai pas de la même façon. Si bien qu'en fin de compte, c'est à vous, et non point à moi, que revient tout le mérite de cette transformation. Il retira ses mains qu'elle tenait toujours entre ses doigts, et Claire considéra d'un air songeur l'inscrutable visage. De nouveau, elle se sentit envahie par l'effroi, et ce sentiment avait pris un aspect entièrement nouveau. Elle eut une contraction de gorge et considéra ses doigts, dont la peau fourmillait encore de l'étreinte du robot. Impression inimaginable. Les doigts de Tony avaient pressé les siens, et avec quelle douceur, quelle tendresse, juste avant de les libérer. Non, ses doigts, ses doigts. Elle se précipita à la salle de bain et se lava les mains avec une énergie aveugle, mais vaine. Le lendemain, elle éprouva un peu de gêne en se retrouvant devant lui. Elle l'épiait la dérobée, attendant ce qui pourrait bien se passer. Mais rien ne se produisit pendant quelque temps. Tony travaillait. S'il éprouvait quelque difficulté à coller sur les murs le papier de tapisserie ou à étaler la peinture à séchage rapide, son attitude n'en laissait rien paraître. Ses mains se mouvaient avec précision. Ses doigts restaient prestes et précis. Il besognait toute la nuit durant, mais nul bruit ne venait jamais frapper les oreilles de Claire, et chaque matin était une nouvelle aventure. Impossible de faire le compte des travaux accomplis, et pourtant, chaque soir, elle était confrontée avec de nouvelles touches apportées au tableau. Une seule fois, elle tenta de lui apporter son assistance, et sa maladresse toute humaine découragea sa bonne volonté. Il s'affairait dans la chambre voisine et elle accrochait un tableau au point marqué par le coup d'œil d'une infaillibilité mathématique de Tony. Sur le mur, le trait minuscule, à ses pieds le tableau, en elle le remords de son oisiveté. Mais elle était nerveuse.
Ou bien l'escabeau était-il branlant? Elle le sentit se dérober sous elle et poussa un cri de frayeur. L'escabeau s'écroula sans l'entraîner dans sa chute, car Tony, avec une célérité inimaginable pour un être de chair et de sang, la reçut dans ses bras. Ses yeux calmes et sombres n'exprimaient rien, et sa voix chaleureuse ne prononça que des mots. Vous n'avez pas de mal, Madame Belmont. Elle remarqua à l'espace d'un instant que sa main, par un réflexe instinctif, avait dû déranger la chevelure lustrée, et elle s'aperçut qu'elle était composée de fils distincts, qui étaient de fins cheveux noirs. Et tout d'un coup, elle fut consciente de ses bras qui lui entouraient les épaules et les jambes au-dessus des genoux, d'une étreinte ferme et tiède. Elle se dégagea en poussant un cri qui retentit dans ses propres oreilles. Elle passa le reste de la journée dans sa chambre, et, à partir de ce moment, elle ne dormit plus qu'avec une chaise arc-boutée contre la poignée de la porte. Elle avait lancé les invitations et, comme Tony l'avait prévu, elles furent agréées. Il ne lui restait plus à présent qu'à attendre l'ultime soirée. Elle vint en son temps. La maison était méconnaissable au point qu'elle s'y trouvait presque étrangère. Elle la parcourut une dernière fois. Toutes les pièces avaient changé d'aspect. Elle-même portait des vêtements qui lui eussent paru invraisemblables autrefois. Mais une fois qu'on a osé, ils vous apportent confiance et fierté. Devant le miroir, elle essaya une expression d'amusement condescendant, et le miroir lui renvoya magistralement sa moue hautaine. Qu'allait dire Larry? Chose curieuse, elle ne s'en inquiétait guère. Ce n'est pas lui qui allait apporter des jours d'activité passionnée. C'est au contraire Tony qui les emporterait avec lui. Phénomène étrange entre tous. Elle tenta de retrouver l'état d'esprit qui était le sien 3 semaines auparavant, et n'y parvint aucunement. La pendule sonna 8 heures qui lui parurent autant de pulsations chargées d'angoisse. Elle se tourna vers Tony. Ils vont bientôt arriver, Tony. Il ne faut pas qu'ils sachent. Elle le considéra un moment d'un regard fixe. Tony, dit-elle d'une voix à peine perceptible. Tony, répéta-t-elle avec plus de force. Tony! Et cette fois, ce fut presque un cri de douleur. Mais ses bras enlaçaient à présent. Le visage du robot était près du sien. Son étreinte s'était faite impérieuse. Elle perçut sa voix au milieu d'un tumulte d'émotions où il lui semblait se perdre comme au fond d'un brouillard. Claire, disait la voix, il est bien des choses que je ne suis pas fait pour comprendre. Et ce que je ressens est sans doute de celle-là. Demain je dois partir, et je ne le désire pas. Je découvre qu'il y a plus en moi que le simple désir de vous satisfaire. N'est-ce pas étrange? Son visage s'était rapproché. Ses lèvres étaient chaudes, mais ne laissaient filtrer aucune haleine, car les machines ne respirent pas. Elles allaient se poser sur celle de la jeune femme. À ce moment, la sonnette de la porte d'entrée tinta. Elle se débattit quelques instants, le souffle court. L'instant d'après, il avait disparu, et de nouveau la sonnette se faisait entendre. Son grelottement intermittent se renouvelait avec de plus en plus d'insistance. Les rideaux des fenêtres de façade avaient été ouverts. Or, ils étaient fermés un quart d'heure plus tôt. Elle en était certaine. Par conséquent, on les avait vus. Tous avaient dû les voir. Et ils avaient tout vu, tout. Ils avaient fait leur entrée en groupe, avec un tel luxe d'urbanité, la meute se préparant à la tuer, avec leurs yeux scrutateurs auxquels rien n'échappait. Ils avaient vu. Sinon pourquoi Gladys aurait-elle réclamé Larry de sa voix la plus désinvolte? Et Claire piquait au vif d'adopter une attitude de défi que le désespoir rendait encore plus arrogante. Oui, il était absent. Il sera de retour demain, je suppose. Non, je ne me suis pas ennuyé seul. Pas le moins du monde. Au contraire, j'ai vécu des instants passionnants. Et de leur rire au nez. Pourquoi pas? Que pourrait-il faire? Larry comprendrait le fin mot de l'histoire si jamais elle venait à ses oreilles. Il saurait que penser de ce qu'ils avaient cru voir. Mais il n'avait aucune envie de rire. Elle en lut la raison dans les yeux pleins de fureur de Gladys Clanfern, dans sa conversation étincelante mais qui sonnait faux, dans son désir de prendre congé de bonheur. Et, en reconduisant ses invités, elle surprit un dernier murmure anonyme et entrecoupé. Jamais vu un être d'une telle beauté. Elle sut alors ce qui lui avait permis de les traiter avec autant de dédaigneux détachement. Que les loups hurlent donc. Mais qu'elle sache,
c'est Péronnelle, qu'elle pouvait bien être plus jolie que Claire Belmont, et plus riche, et plus imposante, mais que pas une seule d'entre elles, pas une seule, n'avait un amoureux aussi beau. Et puis elle se souvint, une fois de plus, que Tony n'était qu'une machine, et elle sentit sa peau se hérisser. Allez-vous-en, laissez-moi, s'écria-t-elle à l'adresse de la chambre. Puis elle se jeta sur son lit. Elle ne cessa de pleurer durant toute la nuit. Le lendemain, un peu avant l'aube, alors que les rues étaient désertes, une voiture vint s'arrêter devant la maison et emporta Tony. Laurence Belmont passa devant le bureau du docteur Calvin et, mue par une impulsion soudaine, frappa à la porte. Il trouva la psychologue en compagnie du mathématicien Peter Boyert, mais il n'hésita pas pour autant. Claire m'a déclaré que l'US Robot a payé tous les frais de transformation de ma maison, dit-il. Oui, dit le docteur Calvin. Nous avons assumé ces dépenses, estimant qu'elles faisaient nécessairement partie d'une expérience pleine d'enseignements. Votre nouvelle situation d'ingénieur associé vous permettra désormais d'entretenir ce train de vie, je suppose. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Du moment que Washington a approuvé les tests, je pense que nous pourrons nous procurer un nouveau modèle de TN dès l'année prochaine. Il fit le geste de sortir avec hésitation, puis se ravisa avec non moins d'hésitation. Eh bien, monsieur Belmont, demanda le docteur Kelvin, après un léger silence. Je me demande, commença Larry, je me demande ce qui s'est réellement passé chez moi durant mon absence. Elle, Claire, me semble tellement différente. Ce n'est pas seulement son apparence, bien que je sois littéralement stupéfait, je l'avoue. C'est elle. Et pourtant, je ne reconnais plus ma femme. Je n'arrive pas à m'expliquer. À quoi bon chercher? Êtes-vous déçu en quoi que ce soit des changements intervenus? Au contraire. Mais cela ne laisse pas de m'effrayer un peu, voyez-vous. À votre place, je ne me ferai pas de soucis, monsieur Belmont. Votre femme s'est fort bien tirée de l'aventure. À franchement parler, je n'attendais pas de l'expérience d'enseignement aussi complet. Nous savons exactement quelle correction il conviendra d'apporter au modèle TN, et le mérite en revient entièrement à madame Belmont. Si vous voulez le fond de ma pensée, j'estime que vous êtes davantage redevable de votre avancement à votre femme qu'à vos propres mérites. Cette déclaration sans phare fit tiquer visiblement Larry. Du moment que cela ne sort pas de la famille, conclut-il de façon peu convaincante, avant de prendre congé. Suzanne Calvin regarda la porte se fermer. Je crois que ma franchise n'a pas été tellement de son goût. Avez-vous lu le rapport de Tony, Peter? Avec la plus grande attention, dit Boyert. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire d'apporter quelques modifications au modèle TN3? Vous croyez demanda vivement Suzanne Calvin. Et sur quoi fondez-vous votre raisonnement? Boyert fronça les sourcils. Aucun raisonnement n'est nécessaire pour aboutir à cette conclusion. Il est évident que nous ne pouvons lâcher dans la nature un robot qui fasse la cour à sa maîtresse, si vous voulez bien excuser le jeu de mots. Juste ciel, Peter. Vous me décevez. Alors vraiment, vous ne comprenez pas? Ce robot se devait d'obéir à la première loi. Claire Belmont courait le danger d'être gravement affecté du fait de ses propres insuffisances, ce qu'il ne pouvait permettre. C'est pourquoi il lui a fait la cour. Quelle femme, en effet, ne s'enorgueillirait d'avoir éveillé la passion chez une machine, chez une froide machine sans âme? C'est pourquoi il a délibérément ouvert les rideaux ce soir-là, afin que les autres puissent la voir dans sa scène d'amour et en concevoir de la jalousie, sans pour cela compromettre en rien le ménage de Claire. Je pense que Tony s'est conduit fort intelligemment. Vraiment. Le fait qu'il se soit agi d'un simulacre change-t-il quelque chose à l'affaire? N'a-t-elle pas subi une affreuse déception? Relisez le rapport. Elle l'a évité. Elle a crié lorsqu'il l'a prise dans ses bras. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit suivante. En proie à une crise de nerfs. Cela, nous ne pouvons l'admettre. Peter, vous êtes aveugle. Vous êtes aussi aveugle que je l'ai été. Le modèle TN sera entièrement reconstruit. Mais pas pour cette raison. Bien au contraire, bien au contraire.
Il est curieux que cette particularité m'ait échappé au début. Ses yeux avaient pris une expression profondément songeuse. Mais peut-être n'est-ce pas qu'en raison de mes propres déficiences. Voyez-vous, Peter, les machines ne peuvent tomber amoureuses, mais les femmes en sont fort capables, même lorsque leur amour est sans espoir et l'objet de leur flamme horrifiant.